Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le corona n'avait pas fini de siffler la mi-temps du Hirak que le régime s'est rué dans l'aubaine pour tenter de tuer pendant son sommeil un mouvement de contestation qui a été à un cheveu de le terrasser définitivement. Il n'a fait l'économie, ce régime, d'aucun moyen, d'aucune extrémité. Il s'est servi de ses redoutables services sécuritaires et de toutes leurs odieuses méthodes pour persécuter les hirakistes, pour les harceler, salir leur réputation, menacer leur famille, menacer leur carrière ou leurs affaires, les enlever en pleine voie publique, les maltraiter, les humilier, les livrer à des soudards qui sont allés jusqu'à leur cracher au visage. Et cela laisse imaginer ce que ces mêmes services ont pu commettre d'atroce durant la décennie rouge, quand ils avaient le loisir d'enlever les gens de leur domicile, de les torturer, de les violer, de les tuer à huis clos avec la complicité de la presse et des milieux éradicateurs qui avaient été inséminés pour tromper les opinions publiques et faire passer des monstres pour des sauveurs de la République. Aujourd'hui, ils ne le peuvent plus. Les Algériens ont éventé tous leurs traquenards et tous leurs épouvantails. Ils peuvent être contre telle ou telle orientation politique, les Algériens, comme tous les autres peuples du monde. Mais ils le font de façon civilisée désormais, dans le respect du droit et de la personne humaine. Ces monstres qui ne reculaient devant rien ne le peuvent plus, parce que dans la masse hétéroclite d'une presse toujours servile, des médias intègres se sont invités dans la grande farce, malgré la difficulté et les coups bas, et ils veillent au grain, sentinelle vigilante, pour dénoncer le moindre abus, la moindre violation, quelles qu'en soient les victimes, quel que soit leur ancrage politique, parce que ces nouveaux médias et cette presse citoyenne, que sont les lanceurs d'alerte des réseaux sociaux, sont dans le sens de l'honneur, dans l'éthique, dans l'intégrité, dans leur véritable rôle. Ils ne sont pas à vendre et ils sont déterminés à résister à tous les coups bas, à la férocité baveuse des baltagias et des trolls, à la calomnie des mouches électroniques, aux tombereaux d'insultes qui sont déversés sur eux chaque jour par les nervis du régime et sa presse mercenaire. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien que le temps ne dévoile, rien que le temps ne corrige et rien que le temps ne guérisse. Et il n'y a pas de turpitude qui ne finisse par apparaître sous son véritable et misérable jour. Quel éloquent exemple que celui de ce journaliste d'An-Nahar, qui n'avait aucune limite pour salir la réputation des hommes et des femmes qui luttaient pour la libération de leur pays, de les traîner dans la fange, et qui aujourd'hui, après l'arrestation de son directeur, de son patron, est en fuite à l'étranger où il mendie un statut de réfugié politique. Quelle déchéance, mon Dieu, pour ce si noble statut qui est aujourd'hui accordé à ceux-là qui ont assassiné leurs peuples respectifs ou qui l'ont aidé à l'opprimer, qui ont été les pitbulls des régimes qu'ils servaient et qui ont fini par se retourner contre eux pour le jeter à la poubelle, même pas en pâture, par ceux qui n'ont aucune forme d'importance, serait-ce pour ceux qu'ils ont pourtant servi sans aucun frein. Mais ce régime n'a pas usé que de ses seuls services dits sécuritaires, et dont la seule vraie vocation est de prévenir toute union du peuple contre le despote,
de briser toute volonté de contestation et d'user de la pire subversion qui soit pour séparer les enfants d'un même peuple. C'est cela la vocation profonde de ces services dits de sécurité. Oui, le régime ne s'est pas servi que de ces services, mais il s'est aussi servi de son autre outil privilégié, cette monstrueuse machine à qui il a donné le noble nom de justice, une machine dont les rouages n'ont pas d'état d'âme et dont le seul lubrifiant est l'argent, les privilèges et le zèle à devancer les désirs du maître. Ils sont ces magistrats corrompus, soumis à la mafiocratie et fiers de l'être. Ils sont notoirement connus sur la place publique, par leurs amis, par leurs familles, par les gens de leur ville. Ils sont ces perversions de la nature humaine, ces créatures infâmes qui rongent les fondements mêmes de la nation, qui jettent un discrédit immense sur la plus belle valeur de l'humanité et de la civilisation, la justice et le droit. Ils se commettent en pleine lumière. Ils n'ont pas honte de se regarder dans une glace, de se présenter devant leurs femmes et leurs enfants. Et ils poussent leur aplomb jusqu'à se faire construire de grosses bidonvillas où ils font graver au-dessus de leurs portes « Wahadha min fadlillah » et ceci n'est dû qu'à la grâce du Seigneur. Parce qu'ils veulent, et leurs maîtres aussi, se convaincre que c'est cela la vraie vie, en Kfazistan, où il n'est honteux que d'être pauvre, que d'être droit. Ils croient avoir choisi le bon camp, celui des forts. C'est bien pour cela qu'ils affichent ostensiblement une mine renfrognée, matinée d'un rictus de mépris. Ils traînent ainsi leurs masques et leurs prétentions jusque dans les mosquées où ils s'affichent, ou dans les alcôves où ils se vautrent. Et ce sont ces gens-là qui ont squatté les palais de justice, de la même manière que les élus de la fraude, ont squatté les institutions pour servir ceux qui les ont placés à ces hautes charges et à ces fonctions qui peuvent jeter des innocents en prison, les laisser y pourrir, y mourir ou les libérer, quand c'est le maître qui l'exige. C'est cela que le régime a tenté de faire depuis le début du confinement et la pause du Hirak. Il a tenté d'user de ces deux bâtons, la sécurité et la justice, pour tenter de tuer le Hirak, pour le couper de ses figures les plus emblématiques, pour dresser les Algériens les uns contre les autres, et même les détenus les uns contre les autres. Mais en vain. Il n'a fait qu'exacerber la soif de libération du peuple algérien, qui trépigne d'impatience, qui attend le moment béni où il pourra reprendre la lutte pour faire de l'Algérie le beau pays qu'elle aurait dû être, qu'elle aurait pu être, un État de droit où la seule souveraineté sera celle du peuple. Et c'est ainsi que depuis qu'il a enfin compris qu'il ne pourra pas briser la résistance de tout un peuple, qu'il a vraisemblablement opté, Zema, pour une autre tactique, se servir des détenus politiques en monnaie d'échange, les libérer au compte-gouttes et s'acheter une conduite, nous faire le tour de passe-passe pour nous faire croire qu'il a changé, que nous n'avons plus affaire à la même clique, au même pouvoir, au même régime, mais un nouveau président qui dispose réellement de la totalité du pouvoir et qui est déterminé à aller vers le bien, vers l'apaisement et mieux encore, vers une nouvelle Algérie. Et les relais qui ont été activés pour nous faire avaler la pilule n'ont pas hésité à tous nous prendre pour des imbéciles quand ils ont tenté de nous vendre une si vieille camelote dont on n'a même pas changé l'emballage. Mais cette autre tactique fera pchit, elle aussi, comme toutes celles qui insultent l'intelligence du peuple algérien et le bon sens populaire
parce qu'un président installé par la plus grande fraude électorale de l'histoire de ce pays ne peut pas devenir comme ça, par simple magie, un président élu par la seule grâce d'une déclaration, quel que soit celui qui ose la faire. Détenu politique, le régime souffle le chaud et le froid. Et pour en parler, nous allons avoir avec nous Belkacem Bokhrov, professeur à l'université de Tizi Ouzou, Adel Jabbar, observateur politique depuis le Canada, Badreddine Guerfa, cadre du FIS depuis l'Algérie, qui nous parlera au téléphone ou en Skype, nous allons voir, et Nabila Smaïl, avocate et militante. Et nous allons commencer par notre ami Adel Jabbar. Adel Jabbar, merci d'avoir accepté notre invitation. Adel Jabbar, il semble qu'il y ait un souci. Adel Jabbar? Bien. Alors, nous allons recevoir Belkacem Bokhrov, professeur à l'université de Tizi Ouzou. Belkacem Bokhrov, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Benchenouf, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, nous en sommes encore à cette tentative que tout le monde n'a pas encore très bien compris, dont nous-mêmes, qui semble consister, après avoir échoué à tuer le Hirak pendant le confinement, qui semble aujourd'hui consister à récupérer le Hirak d'une autre façon, puisque la première tentative n'a pas réussi. Et donc, il semble que maintenant, entre autres choses qu'on est en train de nous préparer, dont nous ne savons encore rien, il semble que les détenus soient devenus une monnaie d'échange dont on va se servir pour je ne sais pas, pour peut-être donner une façade honorable à ce président, pour laisser croire qu'il est dans de bonnes des intentions, qu'il est pour l'apaisement, qu'il est pour la réconciliation, pour arranger les choses. Alors, je pense que tous les mouvements populaires comme ça de cette envergure, tous les mouvements qui essayent de remettre en cause l'autorité d'un pouvoir de nature autoritaire, bien évidemment, subissent trois niveaux d'action de la part du pouvoir. La première, c'est la diabolisation. On a vécu une phase de diabolisation, elle est passée. Là, on est passé à la deuxième, c'est celle de la manipulation. Ça n'a pas réussi. Aujourd'hui, nous vivons la troisième étape, c'est celle de la récupération. C'est une stratégie un peu classique que l'on connaît pour la plupart des régimes autoritaires. Mais le plus dramatique, c'est que nous assistons à une tentative de récupération de la part d'un pouvoir qui n'a ni l'intelligence ni les moyens de le récupérer. D'autant plus que, en tout cas, on sait très bien qu'avec tout ce qui pouvait être fait, en tout cas, ils ont essayé tout. Ils ont essayé tous les scénarios, ils ont essayé la violence, la manipulation, la diabolisation. Ça n'a pas marché. Maintenant, je pense que les calculs qui sont faits actuellement par le pouvoir en place sont totalement faux. Ils pensaient qu'avec le confinement, il y a une sorte de relâchement qui va être observé. Donc non, je pense que c'est une pause qui a permis encore plus à tous les citoyens de voir de plus près l'incurie du régime en place, notamment dans sa gestion de la crise sanitaire et dans son incapacité à répondre aux besoins économiques et sociaux qui ont émergé de cette crise. Deuxièmement, il y a effectivement une tentative de récupération, j'ai dit, mais le pouvoir n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens humains, puisque la matrice qui lui permettait, la matrice sécuritaire qui lui permettait de manipuler la société et de pouvoir comme ça s'attirer des clientèles n'est plus de mise. Franchement, il n'y a pas photo entre la compétence des services du général Tufik et les services auxquels on assiste aujourd'hui. Il y a franchement un écart de compétences que l'on voit. Il y a une incompétence extrême à gérer les affaires. Oui, mais Belkacem Bokhrov, alors vous nous dites il n'a ni l'intelligence ni les moyens. Et par moyens, vous entendez les moyens humains, ça veut dire qu'il n'y a plus les mêmes compétences, aussi mauvaises et aussi nocives soient-elles, mais aussi les moyens financiers, il n'a plus les moyens financiers. Exactement, j'en viens. Il n'a plus les moyens. Il faudra savoir que les caisses du pays se sont asséchées, les sources sont taries, ça ne lui
permet plus de s'attirer une clientèle. Il ne peut plus entretenir. Il ne peut plus s'acheter une clientèle, il ne peut plus acheter la paix sociale. Mais le problème, et vous dites qu'il n'a ni l'intelligence ni les moyens. Moi, c'est le volet de ma question que je voudrais vous poser est que est-ce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils insultent l'intelligence et le bon sens commun? Par exemple, quand ils nous disent non, non, ne vous trompez pas, nous ne sommes pas en train de vous dire que le président va libérer les prisonniers et prouver par là même que la justice est une justice aux ordres. Non, non, il ne va pas intervenir au niveau de la justice, il va les gracier. Or, pour gracier, n'importe qui, hein, il n'est pas nécessaire d'être juriste, n'importe qui sait que pour gracier, d'abord, il faut que le condamné soit condamné à titre définitif. Or, ce n'est pas le cas pour les deux détenus. Et d'un. Et de deux, je finis juste ma question, et de deux, c'est que, d'un autre côté, il ne peut pas dire au juge, condamnez-les vite pour que je puisse les gracier. Ce serait complètement hallucinant. Et puis, ce serait aussi une injonction à la justice. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette façon et cette morale de gracier les gens avant qu'ils ne soient condamnés? Ça veut dire quoi? Mais c'est par cumul d'erreurs, c'est par cumul de raccourcis, c'est par cumul de manipulations et de mensonges que le pouvoir est tombé dans un imbroglio qui lui sera difficile de quitter, dont il sera vraiment, il aura de la difficulté à quitter. Quand on voit la façon avec laquelle la libération de Karim Tabo, la probable libération de Karim Tabo et de Samir Belarbi ont été annoncés. C'était un échec, ça a eu l'effet pervers auprès de l'opinion publique. Ça a montré à quel point l'État était faible. Ça a montré à quel point les institutions étaient incapables de véhiculer un discours de vérité. On a sous-traité à un président de parti qui ont rencontré le président de la République la responsabilité de dire ça à la population, à l'opinion publique. Ça a été mal pris. On a compris. Il y a une partie de la population, de la société civile et de l'opinion qui a compris que c'est un mensonge et que ça rentre dans le cadre de la stratégie de manipulation. Il y a une autre partie qui a compris que le pouvoir est tellement faible que n'importe qui peut être son porte-parole et n'importe qui peut prendre des décisions. Et les gens ont compris aussi qu'ils sont incompétents, même pour les plus petits coups tordus qu'on puisse imaginer. Et restez avec nous. Je reçois Nabila Smaïl, avocate et militante. Nabila Smaïl, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter et mes respects à vos invités, à notre collègue et ami professeur Belkacem Bokrouf de l'université d'Ibzou que je salue. Merci. Voilà. Merci. Alors, Nabila Smaïl, d'abord, sur un plan général, votre sentiment sur ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela vous dit? Que le pouvoir s'est fait prendre à son propre piège. N'ayant ni légitimité, ni argent, ni capacité de réfléchir, esclave de ses convictions que le peuple est mineur et que lui est là comme sauveur et qu'il a tous les pouvoirs d'abuser, de voler, de détourner, d'emprisonner, de tuer sans aucune inquiétude. Là, il continue à être dans ce même mode de fonctionnement, à utiliser les mêmes méthodes que nous avions tous connues, que nous avions tous vécues. Il l'utilise à une époque où le monde a changé, il a évolué, une nouvelle génération est venue, un nouveau moyen de communication est né qui n'est pas du tout à la portée de ceux qui vivent encore aux ordres, à donner des ordres au téléphone en toute limpidité et en toute transparence, sans aucune gêne ni toute honte bue. Donc je pense que le pouvoir est vraiment aux abois parce que il a tout utilisé, il a tout essayé. Il a devant lui une révolution qui ne recule pas, et une révolution qui est en train de se renforcer par l'entêtement du pouvoir. Elle se renforce par la reconnaissance mondiale après les témoignages des Américains
qui sont en train d'adopter les mêmes méthodes en disant que nous ne pouvons pas continuer à casser, il faut adopter la méthode pacifique pour ne pas anéantir notre évolution. Nous sommes dans une phase où le peuple a mûri au moment où le pouvoir est devenu moins qu'adolescent. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on fait, quand on est dans une hésitation totale, et qui c'est qui croit toujours qu'il a raison, c'est l'adolescent. Donc l'adolescent, il n'écoute personne. Il se dit que j'ai toujours raison, personne ne va me dicter ma conduite, même si je me fais du mal, mais je continue. Mais là, il s'est passé une mutation. Le peuple a mûri, le pouvoir est devenu complètement absurde. Parce que s'ils pensent qu'avec l'émission de France 5, est-ce que la petite tempête dans le verre que ça a suscité parce que ça a touché aux sensibilités, et bien sûr que l'Algérie est un pays conservateur, c'est pas du jour au lendemain qu'on va accepter de voir ce que cette émission a bien voulu montrer. Parce que, alors, ça n'a pas eu l'effet attendu. Maintenant, il nous présente un sous-traitant qui se fait passer pour un avocat, qui se fait passer pour le porte-parole des détenus pour aller parler en leur nom, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Là, il faut absolument que je revienne sur cet épisode. C'est qu'au mois de décembre passé, cette même personne avait rencontré Ben Saleh pour négocier la libération de Fodil Boumala et de la libération de Farsaoui. Beaucoup de détenus à l'époque, on a été les voir à la maison d'arrêt, on leur a dit voilà qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va répondre. Et je me souviens que Fodil Boumala avait préparé une réponse pour le massacrer, mais bon, d'autres détenus ont dit bon, attendons de voir quelle sera la riposte de la rue. Et la rue a répondu d'une façon magistrale. Elle a répondu que nous ne sommes pas sortis pour libérer les détenus, nous sommes sortis pour libérer l'Algérie. Donc la feuille de route de ce pouvoir, c'est qu'il remet en selle la même personne qui a été pour négocier, pour amener l'attention sur les détenus et faire oublier l'essence même de la révolution, qui est des revendications purement politiques. Et maintenant, il récidive avec la même personne pour aller négocier ou quémander la libération. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la rue qui a réagi, puisqu'elle est en confinement, ce n'est pas le peuple, mais c'est le détenu lui-même. C'est Karim Tabou lui-même qui a réagi par une lettre très forte. Et là, il a répondu clairement qu'il préférait, en substance, qu'il préférait être en prison plutôt que de trahir sa cause. La lettre de Karim Tabou a couronné l'indignation qui a explosé dans les réseaux sociaux, où les acteurs du Hirak ont réagi, les avocats ont réagi, les politiciens ont réagi. Donc heureusement que le concerné a parlé à travers sa lettre, où il remet, franchement, je dirais qu'il a anéanti, il a rendu tout petit, où il a parlé des partis mangeoires et des les partis mangeoires. Oui. Ça, c'est l'expression de Hussein Ahmed Layasmo qui parle de partis militants mangeoires et partis mangeoires. Oui. Donc, écoutez, il y a eu cette offre de service qui a été rejetée en pleine figure au pouvoir, ensuite pour que sorte le porte-parole du président pour dire oui, effectivement, il est venu voir et que le président lui a répondu je vais voir comment ça peut se faire dans le cadre légal. Or que dans le cadre légal, moi je me souviens... Et là, je vous arrête, Nabila Smaïl, parce que j'ai des questions très précises sur ce plan-là, technique, juridique. Je reviens à vous dans un petit moment. Alors, Adel Jabbar est avec nous. Adel Jabbar, merci d'avoir accepté notre invitation. Il semble qu'il y ait toujours un problème. Nous allons donc... Alors, est-ce que Badreddine Guerfa est avec nous? Badreddine Guerfa, cadre du FIS, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, si Jamaldine. Merci. Alors, Badreddine Guerfa, quel est votre sentiment général sur ce qui est en train de se passer et qui ne
laisse aucun doute sur le coup tordu qu'on est en train de nous concocter pour essayer de redorer le blason du régime ou de dorer la pilule qu'on s'apprête à nous faire avaler. أولا تحية لكم وتحية لكل طاقم مغاربية et à vos invités, à tous les Algériens et Algériens qui nous écoutent maintenant. Merci. Mon impression, c'est Jamaldine, en même temps un dégoût et en même temps un bonheur. Pourquoi dégoût? Parce que nous sommes vraiment dans la servilité, dans l'incompétence. Souvenez-vous que du temps de Bouteflika, le président déchu, c'était Chabmami, le porte-parole. Souvenez-vous, tous les Algériens se souviennent. Il Izour Bouteflika, Val-de-Grâce, il est en bonne santé, etc. Il se rétablit. Bon. Maintenant, c'est Gilles Jadid avec à sa tête le fameux Soufiane Gilali qui a trop relais entre les Algériens et le pouvoir. Mais malheureusement, pour lui, il est en porte-à-faux. Des Saoura qui arrive à voir les choses avec vraiment avec des lunettes, la révolution trouve clairement, donc, c'est Badr Dingerva, excusez-moi de vous interrompre. Le cas Sofiane Gilali et Gilles Jadid mis à part, bon, je crois que la réponse de la rue a été claire, personne ne s'est fait avoir, les gens ont fait la lecture qu'ils ont faite, on ne dit pas si c'est la bonne ou non. Mais moi j'aimerais que vous me parliez du cœur de l'opération, c'est-à-dire le régime, pas des moyens ou des relais qu'il a utilisés. Qu'est-ce qu'il veut obtenir avec ce qu'il est en train de faire, avec ces détenus qu'il a entre ses griffes? Qu'est-ce qu'il veut obtenir? Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment vous voyez ce coup tordu qu'il est en train de nous préparer quelque part? Je crois qu'il y a plein de choses. Premièrement, dans les il y a de la diversion. Parce que n'oubliez pas que la révolution pacifique a un but. Clair. C'est-à-dire, c'est clair, نديروا دولة ونظام جديد ويستعد المؤسسات الشعب يستعيد مؤسسات الدولة يستعد سلطته على هذه المؤسسات التي اغتصبت وسرقت وانحرفت. دونك هذه واحدة سي اون ديفيرسيون. اثنين عنده tous les otages. انا بلا دابري وسمعنا من الاستاذ que je salue سي بادي عبد الغالي, il y en a plus de 40 et il y a des centaines et des centaines qui ont des convocations ينتظروا في وقتهم. alors là قاعد يلعب هذه الورقه il fait كانه يبعث لنا في رسائل لينا كشعب, لينا كحركيين, لينا كثوره, وان même temps للمعتقلين les otages. Bon, je crois que d'abord si on reste dans la symbolique, ils ont une claque, une belle claque من عند سي كريم طابو que je salue وهو في معتقل. Vous voyez que même en étant, quand on est conséquent avec ses principes, même les paysans ديالهم, même quand on est en prison كما سي كريم طابو, on est toujours libre parce qu'on est libre avec ses idées, بالافكار, بالميليتانتيزم تاعو, بالاهداف تاع حياته. هاد الحراك وهاد الثوره وهاد لي ميليتون كون ريسبكت, هاد لي ميليتون عندهم هدف في حياتهم, ils sont au service de l'Algérie, ils sont au service de cette jeunesse باش نوصلوا للهدف معاهم. دونك هاو قاعد يضرب يتخبط. Et je pense que véritablement, في الفond, ils sont en train de naviguer à vue. Je vois ce qu'ils ont fait avec le FLN, le RND, le خرجة تاع هذا le président de السلطة تاع الانتخابات شرفي هدايا. tout ça عنده الهم الوحيد دوكا comment arriver à bout باش يبقى ولو بالكذب يبقى في الكرسي. Mais je crois que les Algériens sont dans une autre dimension. Les Algériens, alhamdoulilah, sont devenus qui m'a fait à 54. Souvenons-nous qu'en 54, la révolution algérienne, tous les peuples opprimés du monde, que ce soit en Afrique, en Amérique latine. L'homme, je crois, et je le dis très fièrement, en tant qu'Algérien, en tant que révolutionnaire pacifique, en tant que harakiste, en tant que militant, هذا الحراك est devenu un نموذج حقيقي de tous les peuples du monde. Parce que finalement,
le capitalisme mondial هذا كامل رجع tous les peuples في la servitude في l'esclavage. يعني هذه الحقيقة. donc الحمد لله. donc خليهم il faudrait que les Algériens pensent peut-être à envoyer un message au peuple américain pour lui dire qu'il devrait adopter cette attitude de la révolution algérienne, du Hirak, la révolution du 22 février, pour essayer de faire changer les choses sans qu'ils aillent à la violence, comme c'est le cas en ce moment. Oui, très exactement. C'est très bien réfléchi, si Jamal Din. Une fois, j'ai rencontré الشاب هذا اللي قال تتنحى وكاع. Je lui ai rappelé qu'à l'époque, du temps du prophète صلى الله عليه وسلم, كان عمر بن الخطاب يقول كلام ينزل القرآن بالكلام تاع عمر بن الخطاب. يعني كأن ربي سبحانه يأيد كلامه. J'ai dit à ce jeune, قلت له صدقك لا سينسيريتي ديالك خلاك تقول كلمة أصبحت هذه الكلمة dans toutes les langues mondiales. C'est vrai. Voilà, j'invite aussi tous les militants, tous les harakistes qui travaillent sur Facebook, justement, de donner si j'ose dire, un conseil, les Américains ou les Français, les peuples américains, pour qu'ils laissent dans le pacifisme, parce que c'est la meilleure chose, le meilleur moyen d'abattre les dictatures, que ce soit des dictatures تعمل ولا des dictatures إعلام comme c'est aux États-Unis ou des dictatures militaires comme c'est en Algérie dans la plupart des pays arabes. Toutes les dictatures les موجودين quelle que soit la façon تاعها, le meilleur moyen de les abattre est de laisser dans le pacifisme. Et restez avec nous Badr El Guerfa. Adel Jabbar, j'espère que le problème a été réglé. Adel Jabbar. Oui, je suis là, je vous Ahlan, merci d'être avec nous. Alors, Adel Jabbar, même question que pour nos autres invités. Votre sentiment sur ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous concocter à travers cette opération qui semble être d'abord un aveu d'échec par rapport à la répression et aux intimidations qu'ils ont lancées pour essayer de casser le Hirak pour profiter de la période du confinement, mais aussi il semble qu'ils soient en train de nous préparer quelque chose, on ne sait pas encore, pour redorer la façade d'Al-Mouradia, pour faire croire, comme nous l'a dit Soufiane Djilali, que Tebboune est réellement aimé de nombreux Algériens, si ce n'est la majorité, nous avait-il dit, pour essayer de nous faire croire qu'enfin le régime veut aller vers l'apaisement et à travers ces libérations commencer quelque chose qui aille dans ce sens. D'après vous, qu'est-ce qu'il veut au juste ce régime qui ne peut rien dire clairement et de façon directe? Ce régime est droit dans ses bottes. Il veut rester au pouvoir. Il ne veut pas partir. Il s'accroche désespérément. Il invente tout. Je commencerai probablement par dire que pour eux, le mensonge, c'est une autre vérité. Ils n'ont produit que le mensonge, ces gens-là, depuis 60 ans que nous les connaissons. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Et j'ai une citation en tête qui dit qu'en politique, une absurdité n'est pas du tout un obstacle. Ces gens-là sont restés figés, comme je n'ai jamais cessé de le dire depuis très longtemps. Si en 1940, ils sont à l'époque de la Première Guerre mondiale, c'est des gens qui sont restés accrochés dans les propagandes primaires et primitives des régimes totalitaires de l'époque. Si en 1938, Goebbels a pu enflammer les Allemands avec sa nuit de cristal, puis les embobiner, la propagande, la séduction, la manipulation, le lavage des cerveaux, etc. Ces gens-là sont en train d'utiliser les mêmes méthodes. Sauf que pour eux, malheureusement, le monde a évolué. Il les a laissés en cette ère-là où il y avait le TSF, où il y avait probablement la télévision noir et blanc et où il n'y avait absolument rien d'autre qu'une source d'information. Aujourd'hui, malheureusement pour eux, les gens sont beaucoup plus et mieux informés. Ils ne les écoutent même pas. Ils ne leur accordent absolument aucun crédit. Ils ne prennent jamais en considération ce qu'ils disent. Tout ce qui vient de ce régime illégitime est automatiquement rejeté, même s'il y a un brin de vérité qui est contenu là-dedans. Maintenant, ils sont en train de concocter quoi?
sont-ils capables de nous inventer la poudre? Elle existe depuis le temps, ni l'eau chaude d'ailleurs. C'est des gens qui sont là pour essayer de survivre, de se maintenir au pouvoir. Nous l'avons vu à travers la réincarnation des fossiles et des cadavres, du RND, du FLN, de toute la clientèle de ce régime-là. On l'a vu à travers les coups de force de l'armée, qui est là, elle impose un fait accompli. C'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. Même dans la loi de la jungle, il y a beaucoup plus d'ordre, il y a beaucoup plus d'humanité. On ne peut pas manger 40 millions d'antilopes. Ces gens-là bouffent tout. Ils bouffent tout un peuple. Ils ne peuvent pas se contenter de bouffer un ou deux. Quand ils sont repus, ils s'installent. Maintenant, si on parle de justice, ce régime-là, notamment son oligarchie militaire, est hors la loi. Si on devait juste appliquer le règlement militaire qu'ils ont bafoué de leur godasse, on les mettra tous en prison. Le règlement stipule qu'à l'âge de 65 ans et après 30 ans de service, tout le monde rentre chez soi. Aujourd'hui, nous avons des vieillards de 84 ans qui sont là, qui s'approchent désespérément au pouvoir. Depuis qu'il est venu, il n'accorde son temps et son image qu'à la visite de l'armée. Vous avez entendu parler de la baptisation du siège de l'état-major. C'est un siège, c'est un immeuble à qui ils ont donné le nom de Gaïd Saleh. Pour la première fois, moi je n'ai jamais entendu parler de ma vie, dans l'histoire, d'un état-major qui est baptisé au nom d'un général défunt. Et non, c'est de la démence. C'est des gens je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. C'est des gens qui sont dans une démence très avancée. Aller se déplacer avec une horde de courtisans par ces temps de crise, bouffer de l'essence, des garde-corps, d'une réception grandiose pour aller tirer un petit bout de tissu et baptiser le siège de l'état-major au nom de quelqu'un qui a ruiné ce pays-là. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait autant de mal à l'Algérie que ce Gaïd Saleh. Moi, je vais surbaptiser cet édifice-là pour l'appeler édifice CE2, cours élémentaire deuxième année. C'est terrible quand même que nous soyons réduits à ce genre de situation. C'est affreux, c'est horrible. Je ne sais pas pourquoi il ne reste sur terre que l'Algérie qui met en avant ces généraux. C'est fini, on en a marre de les voir, ces gens-là. Y a-t-il qu'un problème de généraux en Algérie? Il n'y a pas un problème économique, il n'y a pas un problème industriel, il n'y a pas un problème social, un problème de santé, un problème d'éducation, un problème de sport, un problème de bien-être et de bien-vivre. Ils nous ont rendus malades. On a dépassé le culte de Bouteflika. On est dans l'idolâtrie de vieux généraux séniles qui ne produisent strictement rien, qui ne sont capables de rien faire, de ne rien produire. L'Algérie est en face d'un mur. Vous avez tous vu la loi des finances. Il n'y a pas d'argent. Il y aura tout au plus un 18-19 milliards de dollars. Il y a un gap de 20 milliards de dollars à ramasser pour nourrir les Algériens. Moi, j'ai écrit un papier pour dire, avec cette loi des finances-là, le gouvernement illégitime de ce Tebboune va promulguer la distanciation sociale avec les pastèques. C'est-à-dire que les Algériens n'auront même plus le droit, parce qu'ils n'auront plus le pouvoir de se payer une pastèque. On me disait hier qu'une pastèque coûtait 800 dinars en Algérie. On attend quoi de ces gens-là? On attend quoi? Et c'est quoi leur plan de vol? C'est quoi leur vision? C'est quoi leur programme? C'est de la pifométrie. Ils sont en train de nous catapulter dans un mur et de donner ce pays-là en gage à des puissances étrangères. Maintenant, s'ils espèrent ramasser de l'argent, personne ne prêtera de l'argent à un faillant. C'est la loi du marché. Alors, Adel Jabbar. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui. Je vais terminer avec ça. Ce qu'il leur reste à faire, c'est d'aller s'accrocher sur des lignes de crédit avec les Chinois, avec les Émiratis, avec les Saoudiens, avec les Martiens, et ils vont leur fourguer des marchandises qu'ils vont surfacturer et ils vont leur donner des taux d'intérêt bancaire les plus exorbitants. Le Libor sera du beurre. On va aller au Libor plus je ne sais pas combien.
Et donc, c'est de la folie. Ces gens-là ne comprennent pas. La seule chose qui reste à faire, moi je l'ai dit, on a dégagé le tyran dans l'acte 1 du Hirak, dans l'acte 2, il nous reste la dictature à déboulonner, mais les Algériens et les gens qui sont aux avant-gardes de ce Hirak-là doivent s'organiser pour proposer des plateformes, parce que je ne veux pas que la dictature s'épande et qu'on aille vers le chaos. Il faudrait qu'il y ait auparavant et au préalable quelque chose qui soit prêt. Nous avons des gens qui sont hyper compétents, qui sont très connus, qui sont plébiscités par la rue, qui ont l'aura du peuple, qui sont capables d'assurer et d'assumer leurs responsabilités pour nous conduire vers une transition apaisée afin de sortir de cet enfer-là. Parce que nous sommes et on n'est pas prêt d'en sortir. Alors, Adel Jabbar, nous avons perdu deux de nos invités, Belkacem Bokhrouf et Nabila Smaïl. Nabila Smaïl, nous l'avons récupéré, tant mieux, alhamdoulilah. Alors, restez avec nous, Adel Jabbar, je reviens à vous dans un moment. Nabila Smaïl, je reviens à vous. Nous avons perdu, nous avons réussi à vous joindre, alhamdoulilah. Alors, sur ce plan technique, sur ce plan juridique, comment vont-ils pouvoir nous expliquer Pardon, avant de vous poser cette question, j'aimerais vous en poser une autre d'abord. Ces magistrats, Nabila Smaïl, ils acceptent ainsi de se faire humilier, de se faire traîner dans la boue. Une fois, on leur demande d'incarcérer les gens, ils le font. Une autre fois, on leur demande de les libérer, ils le font. Ils le font comme comme on le leur dit de le faire, comme on le leur commande. Ils sont quoi, ces gens Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces magistrats? Vous savez, il y a plusieurs catégories de magistrats. Il y a des magistrats qui ont choisi cette fonction par conviction et par amour de la justice. Il y a d'autres qui l'ont choisi pour abuser de leur autorité. Ils ont choisi de devenir magistrats pour avoir l'autorité d'écraser les autres. Donc il y a un complexe quelque part qui revient. Et vous savez, quand il rentre dans la peau d'un magistrat, c'est plus le copain de l'université que vous avez connu, c'est plus le copain de chambre que vous avez connu pendant je ne sais pas combien d'années de fac. Donc il y a ce besoin de s'affirmer par exercer une autorité, exercer une fonction aussi importante, je dirais pas noble, mais importante que la fonction de magistrat. Il y a aussi ceux qui sont otages de certaines affaires, qui se sont fait prendre le pied dans un engrenage de corruption, qui ne peuvent plus s'en sortir parce que vous savez que il y a un certain temps où il y avait une vague d'enquêtes qui allait toucher certains magistrats par rapport à la corruption, et puis hop, d'un coup, tout s'est arrêté. Il ne faut absolument pas oublier le rapport de la commission de professeur Issad Laïrahmo. Professeur Issad avait dit, Monsieur Bouteflika, je ne vais pas vous proposer de réformer la justice en refaisant la dalle de sol ou les lustres, mais il faudra réformer la justice dans la formation des magistrats, dans le choix des magistrats. Il y a une enquête morale qui devrait se faire, une enquête de famille qui devrait se faire. Il y a tout un cheminement. Il avait même proposé de revenir vers la fonction publique, de ne pas accéder au poste de magistrat avant d'avoir eu 40 ans et plus de 20 ans de fonction dans un secteur public. Parce que l'envoyer comme ça directement de l'école, 4 ans de licence, 3 ans ou 4 ans de formation dans une école de magistrature, et puis vous lui donnez un tel pouvoir, vous ne savez plus ce que vous mettez sur le terrain. Vous mettez qui va faire un engin qui va faire beaucoup de dégâts. Et d'ailleurs, on en voit maintenant. Ils ont peur. Et puis, j'irai même plus loin. Même la nomenclature, même le fonctionnement le fonctionnement du Conseil de la magistrature, c'est un fonctionnement qui a fait d'eux que c'est plus un pouvoir, mais c'est un appareil entre les mains de l'exécutif. Quand vous avez le Conseil de la magistrature, ces éléments sont désignés en grande majorité par le président de la République et d'autres sont désignés par le garde des Sceaux et une minorité est élue par ses pairs, il n'y a pas photo.
On ne peut pas ne pas obéir, on ne peut pas ne pas être, ne pas abdiquer. Donc il y a eu ce vent de liberté qui est venu avec le Hirak du 22 février, qui a libéré quelques avocats, quelques magistrats qui ont commencé et qui ont créé un club qui s'appelle le Club des magistrats, qui a en son effectif plus de 2000 magistrats, qui s'identifient à cette jeunesse qui a dit ça suffit. Mais dont le président nous a-t-on dit et a de graves ennuis aujourd'hui avec sa hiérarchie. Oui. Mardi passé, son dossier a été examiné par le Haut Conseil de magistrature au niveau de la Cour suprême. Il a été assisté par des avocats que je salue, qui ont fait le nécessaire pour le défendre. Maintenant, son dossier, ils l'ont renvoyé au ministère de la Justice, parce que le ministère de la Justice, qui est son contradicteur dans ce dossier, se doit de répondre aux vices de forme et aux exceptions de forme qui ont été soulevées par ses avocats. Et là, lui qui a fait l'objet d'une suspension de 6 mois, les 6 mois expirent ce mois de juin. Donc, si Issa Merzoug ne reprend pas son travail d'ici le 12 juin, ça s'appelle un abus, parce qu'il est suspendu pour 6 mois. Donc, maintenant, son dossier n'a pas été tranché, la suspension doit finir d'ici le 12 juin. Alors, quand vous voyez qu'il y a cette tranche, ou cette vague, ou cette nouvelle génération de magistrats qui ne veulent plus être insultés par un voisin, ou être mal vus par un passant, ou être craint parce qu'il est magistrat et insulté le jour où il ne sera pas. Il y a cette génération qui vient dire nous, hna qrina, et il y en a marre de ces directives. Parce que quand on les voit seuls et quand on parle avec eux en aparté, ils nous disent un magistrat qui vous dit Allah ghalib, un magistrat devant lequel vous déposez la demande de liberté provisoire, la 5e demande de liberté provisoire, ça, moi, je me flingue. Et ces gens, ces magistrats qui, sans être corrompus, sont néanmoins dans cette attitude de la ghalb, qui ont peur, qui exécutent non pas parce qu'ils sont corrompus, mais qui exécutent parce qu'ils sont serviles, parce qu'ils servent le maître, parce qu'ils ont peur du maître, ils ont peur d'être affectés, ils ont peur d'être déplacés. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces gens-là? Est-ce que vraiment c'est juste cette histoire d'affectation vers des endroits très aléatoires qui les rend aussi dociles? Il y a un peu de ça, mais il y a surtout le besoin et l'envie de plaire et de servir. Il y a ce qu'on appelle la servitude volontaire. Quand quelqu'un devient esclave volontairement, même si je vous demande rien du tout, vous abusez de votre beaucoup. Nous l'avons tous constaté dans les. Et il abuse, il en fait un peu trop que pour plaire à son maître. Ça, c'est ce qu'on appelle la servitude volontaire. Il veut plaire. Ça, c'est une catégorie. Ils sont plusieurs ou pas, je ne peux pas vous dire, mais ils sont là. Ils affectent la justice, ils la polluent. Parce que maintenant, vous savez, moi, en tant qu'avocate, qu'un client vienne me dire maître, donnez-moi le numéro d'affaires et le nom du magistrat, le reste, je m'en occupe. Mais ça me tue. Ça me tue d'être l'intermédiaire entre un client, je deviens un courtier. C'est pas possible. Justement, à travailler comme ça. Justement, maître, vous m'amenez un sujet que j'ai toujours souhaité poser à un avocat. Oui. Des avocats parmi lesquels j'ai beaucoup d'amis, dont je connais des avocats très intègres, très grands avocats, qui n'ont jamais plié devant le régime. Mais les Algériens connaissent malheureusement votre corps depuis des décennies comme un corps à la limite auxiliaire dans le mauvais sens des magistrats corrompus, au point où beaucoup d'avocats dans toutes les wilayas d'Algérie étaient connus pour être ceux qui traitent les courtiers. Les courtiers des magistrats corrompus. Et puis, d'un seul coup, ce corps qui était pourri jusqu'à l'os, il faut le dire, vous le savez très bien, maître, que d'un seul coup émergent de ce corps des figures absolument fabuleuses, qui deviennent quasiment l'avant-garde, le fer de lance du Hirak, qui se dévouent, qui passent leur temps à voyager dans le pays pour défendre
souvent gratuitement, sans être payés, les détenus politiques qui sont à l'avant-garde de l'opinion publique pour s'exprimer, comme vous êtes en train de le faire vous-même maintenant, et qui sont là, qui écrivent, qui font des tribunes. Comment expliquez-vous cette somptueuse mue? D'ailleurs, je l'explique parfaitement par une caricature. Quand vous voyez le type d'avocat qui va vers qui a pris à bras le corps les affaires des détenus d'opinion, et que vous voyez aussi le type d'avocats qui ont pris en charge les dossiers de نصف من العصابة الموجود في السجون. Là, la réponse, elle est là. Vous avez des avocats qui ont découvert que seul un avocat peut être militant et peut imposer un changement vers un État démocratique. Parce qu'on ne peut pas continuer de réclamer un État de droit si les acteurs même de cette colonne vertébrale, de cette essence même de l'état de droit, si les acteurs même qui sont dedans, qui sont les témoins de tous les dépassements, de toutes les ingérences, et témoins de toutes les violations de la loi, témoins de tout ce qui se passe dans les prisons, de tout ce qui se passe au niveau de l'instruction, témoins de tout ce qui se passe dans les affaires de justice, si ces témoins-là ne prennent pas part à une révolution aussi bénite, aussi honorable, aussi magistrale que celle-là, il en est fini. Il ne peut pas y avoir d'état de droit sans une défense forte. C'est impossible. Et là, vous voyez, les avocats dont vous avez parlé, les courtiers, qui continuent à faire leur offre de service, ils sont libres. C'est un choix. Parce que pour être militant, il n'est pas militant qui le veut, et militant qui le peut. Vous savez, là, je vous raconte une petite anecdote. J'espère qu'il y a des confrères de Tizi Ouzou qui sont à l'écoute. Pendant l'affaire des Harouch et les arrestations des représentants des Harouch, Abrika, Majouzi, les Qassi, les Gharbi, il y avait un collectif qui a été créé en 2001. Et on introduisait des demandes de liberté provisoire au motif qu'ils n'ont rien fait, c'est des détenus d'opinion, on ne peut pas continuer comme ça, et la rue s'enflamme à cause d'eux, il faut les libérer. Tout le temps, on les rejetait. Alors un jour, un de nos aînés, qui est mort, Allah yarhamou salih, c'est Maître Mzil, il a beaucoup de mérite dans cet amour de la profession, dans cette envie de militer pour instaurer un état de droit. Maître Mzil nous appelle le soir et nous dit écoutez, le procureur général vient de m'appeler pour me demander de déposer une demande de liberté provisoire. On était hors de nous. On a dit c'est pas possible. On ne peut pas répondre aux injonctions. Alors lui, il a commencé il nous a dit écoutez, c'est pas nous, eux ils sont en prison, nous on est deux, il faut qu'on pense à leur intérêt. Bon, beaucoup d'avocats, donc moi, maître Ammar Zaidi, Hadja Arab, Ammar Oul-Mokhtar, on était contre. On a dit on va pas signer, on va pas faire la demande. Bon, maître Mzil, voyant qu'il était d'un humanisme hors terre, il a dit moi je peux pas concevoir qu'il reste encore en prison pour rien. Il fait la lettre, il fait la demande de liberté provisoire. Et ce qui est extraordinaire, chers amis et chers auditeurs, c'est qu'il monte au bureau du procureur général. Il rentre dans son bureau et il laisse cette phrase historique où il lui dit « Hadouk li téléphonaou lek, bash nhabha lek » Ce sont ceux qui ont l'habitude de te donner des ordres qui m'ont appelé pour que je te dépose cette demande. Et là, il avait mis à nu la justice algérienne, la justice aux ordres, qui continue à sévir, qui continue à faire des désastres, qui continue à emprisonner des innocents, qui continue à faire du mal. Et là, nous, on continue à lutter et on ne peut pas faire autrement. C'est la loi. Al-Fasl baynana huwa al-qanoun. Vous savez que quand on sort plaider à travers toutes les wilayas du pays, nous trouvons quelques jeunes avocats qui sont intimidés par leurs bâtonniers. Ils sont intimidés par
par leurs aînés. Ils sont contents de nous voir arriver pour les renforcer et leur donner du courage. Parce que ce système a mis à la tête de chaque corporation quelqu'un qu'ils peuvent gérer, quelqu'un qu'ils peuvent manipuler. Donc, mis à part 2 ou 3 barreaux qui ont à leur tête des baroudeurs et des hommes de loi et des hommes de conviction, je dirais que 80% sont choisis par le ministre. Ils sont des amis du ministre. أنا كي يقول لي un bâtonnier donc نعيط له لوش ونقول له واش دير به. Toi, tu es élu, lui, il est désigné. C'est très grave qu'il يقول لي moi je vais appeler Loche pour qu'il fasse ça ou ça. واش دخلني بك تعيط لوش ولا ما تعيطلوش. Toi, tu as la légitimité de ceux qui t'ont élu. Dès qu'il est désigné, lui, il est ministre, il ne le sera pas. Arrêtez de renforcer je vous propose, c'est passionnant ce que vous êtes en train de nous dire. Moi, je vous propose de vous inviter à une émission avec d'autres de vos confrères et de faire une émission sur ça. Vraiment, ça le mérite. Et restez avec nous, Nabil Asmaï. Je reviens à vous pour vous poser la question technique que je vous avais dite tout à l'heure. Mais je suis vraiment en train d'insister. Si vous êtes partante, on fait une émission avec plusieurs avocats et nous parlerons de ces sujets ô combien passionnants, ô combien graves. Je reviens à Badreddine Guerfa. Badreddine Guerfa, quand vous entendez une avocate comme Nabil Asmaï nous dire ce qu'elle est en train de nous dire, de soulever la pierre derrière laquelle grouille tout un monde de cloportes et je passe sur le reste. Est-ce que cela ne vous fait pas peur pour la suite des événements? Est-ce que vous vous dites qu'avec autant de scélératesse, autant de vilainie, autant de choses malsaines qui grouillent dans les plis même du régime, est-ce que vous pensez que ce ne sera pas très difficile? Il faudrait vraiment un Hercule pour nettoyer les écuries d'Augias, quoi, je veux dire. C'est tellement pourri à l'intérieur que ça va être un travail de titan pour le peuple qui devra demain retrousser ses manches et laver à grand eau tout ce que ce régime lui aura légué. Badreddine Guerfa. Oui, je suis avec vous. Premièrement, moi, non, ce que j'ai entendu de l'Oustad Nabila, que je salue au passage, ça me réchauffe le cœur. C'est pas Oustad, c'est une militante qui milite pour une Algérie vraiment démocratique, une Algérie où les Algériens égaux devant la loi. Ça me réchauffe le cœur. Mais la pourriture, oui, moi, à chaque fois, depuis des années et des années, quand j'arrivais à Alger ou les zones industrielles, quand je voyais tout cet argent, la mafia, اللي سرقوا لنا مالنا واحلامنا وشبابنا وحياتنا, je me posais toujours la question, مع نفسي ومع أصدقائي, d'autres militants, depuis les années 60 à 70, 80 jusqu'aux 90, on a tout essayé pour les déloger et il n'y avait pas cette pourriture, il n'y avait pas ces intérêts colossaux les canaux indômes. Mais, croyez-moi, Jamaldine, en 2020, je crois que la raison, je dis, quand c'est tellement pourri, parce que la pourriture, elle a la poubelle. La pourriture, خويا جمال الدين والجزائريين يسمعوا فيا الآن ويسمعوا فيك ويسمعوا في نبيلة ويسمعوا في عاد ويسمعوا في كل les intervenants على قناتكم وريس تي في. هاد لا بوريتور تالمو عادت, سمحوا لي الكلمة, يسمعوا المشاهدين, عادت نتنة خامجة فاسدة. عاد quand tu vas dans la rue تلقى un gosse de 10 ans كاره منهم, تلقى une femme de 90 ans كارهة منهم, malgré tous les moyens qu'ils ont, malgré قضاء يستعملوه كعصال يضربوا بهم الشعب ويضربوا بهم الحركيين ويضربوا بهم الثوريين, malgré المال اللي يسجدوه à droite et à gauche, malgré القوى الأمنية اللي normalement elle est au service du peuple algérien يخدموا فيها باش يضربوا le peuple algérien. هذا كله والله العظيم أنا personnellement عندي une confiance totale dans ce peuple parce que je crois que j'ai compris comme a compris notre bon peuple que le village historique
كان لو 22 février 2019 خلاص نقولها دائما على قناتكم والله le divorce est consommé et bel et bien consommé. الشعب هذا ماهوش حابس. Mais Badreddin Gerfa, pour essayer de dire les choses comme elles sont vraiment, هاد الناس هذا النظام هذا اللي الفوق هذا ils sont quelques dizaines, les vrais maîtres du pouvoir, ils sont quelques dizaines, ils ne sont même pas quelques centaines, ils sont quelques dizaines. Et le deuxième cercle, il y a quelques centaines, et le troisième cercle, il y a quelques milliers, mais le vrai cercle, ceux qui représentent le régime aujourd'hui, même si هما اللي يروحوا يقتلوا الناس بيديهم، même si هما اللي يروحوا يعذبوا، même si هما اللي يخطفوا الناس من ديارهم, ce ne sont pas eux qui mettent la main dans le sac pour prendre de l'argent, ce ne sont pas eux qui font les lois, qui les votent à la PN, ce ne sont pas eux qui tabassent les manifestants. Ce régime, pourquoi essayons-nous de tout lui coller, alors que d'abord ce régime est sorti de notre flanc? Mais ils ne sont pas tombés du ciel, ils ne sont pas été ramenés dans des vaisseaux étrangers. Ce sont des gens qui sont nés au sein de nous, ils sont nos cousins, nos frères, nos voisins, nos alliés, qui ont mal tourné. Mais vous pensez que si nous mettons bas ce régime, tout le reste de leurs alliés, de leurs serviteurs, de leurs domestiques, de leurs baltagiers, de leurs nelvis, de leurs alliés naturels, de tous ceux qui profitent du système et que ce système arrange, vous pensez qu'ils vont se volatiliser du jour au lendemain? شوف سي جمال الدين جو مو رابيل اون فوا فاس على بريس مع عباسي مدني رحمه الله قال كلمه على une militante qui est devenue ministre et qui est maintenant en prison كانت مع العصابه سالوا سؤال قالوا البنت بنتنا والاخلاق ليس اخلاقنا. هذا سي فري، هذه الكلمه نقول هذا اللي تكلمت عليهم الكل هم منا، هم جزائريين، هم تلقاه وليد عمك وليد خالك وليد مدينتك وليد قريتك، لكنهم ماهوش من أصالة الجزائريين، ماهوش من الأحرار، ماهوش من عندهم الأنفة، ماهوش من عندهم لا دينيتي، مانيش من الناس، ماهمش من الناس اللي جاوا باش يخدموا بلادهم. Ils sont partout, ils sont dans chaque village, dans chaque douar, dans chaque quartier, dans les entreprises. C'est vrai, c'est العصابة هذه اللي un peu partout. Mais سي جمال الدين ذكرك بحاجة، كي كنا نروحوا للبحر نروحوا للبحر on construisait nos petits châteaux avec le sable. نقصوا نلعبوا من le château, paf, un coup de fil يروح. Les châteaux de cartes, mon ami, les châteaux de cartes, c'est en 5 minutes. Les régimes dictatoriaux, c'est question de morale. Quand le moral, avec la poussée révolutionnaire pacifique du peuple algérien, صدقني viendra le jour J, l'instant T, où avec la confiance et tous ces cours. Souvenez-vous de l'armée irakienne. Mais comment faire pour réaliser cette véritable révolution culturelle, pour que ça change en notre sein, pour qu'on puisse d'être un peuple combatif, un peuple qui a compris que c'est avec le pacifisme qu'on obtient la victoire, que c'est avec l'union, c'est avec la solidarité, c'est avec l'amour et non pas avec la haine. Mais il n'y a pas que ça. Comment faire pour que la révolution culturelle aille plus profond, pour comprendre que nos quartiers doivent rester propres, que je n'ai pas à exiger 100 dinars de quelqu'un pour lui délivrer un acte de naissance, que si je suis policier, c'est pour appliquer la loi et que l'écusson que je porte sur ma casquette est le sceau de la République. Comment expliquer à tous les Algériens que nul n'est au-dessus de l'autre, que ce n'est pas parce que j'ai un cousin commandant que je ne dois pas faire la queue pour monter dans l'avion, etc., etc. Mais c'est tellement grave et tellement répandu en notre sein, j'entends, au sein de la société, qu'il nous est arrivé de nous enfermer dans nos maisons derrière des baraudages, un peu comme pour dire chez moi ça va bien, c'est propre, c'est organisé, mes enfants sont éduqués. À 1 mètre de chez moi, c'est la jungle. Comment faire pour, après avoir réalisé ce hirak de libération, on puisse réaliser un hirak de révolution culturelle, de révolution civique, de pouvoir devenir un peuple qui aura pu se débarrasser de ses traumatismes, de ce qui lui a été inséminé d'horrible et de monstrueux par ce régime. Parce que ce régime, pour
persister, pour perdurer, pour rester, il a dû nous corrompre, non pas seulement avec de l'argent, nous corrompre comme on corrompt un fruit en y mettant un verre dedans, si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends ce que vous dites, M. Jamaldine. Mais là, vous êtes en train, c'est un résultat. C'est le résultat d'un certain nombre d'événements sur des décennies liés au sang à l'Hadéchi. Mais j'ai toujours dit qu'un peuple, c'est un peuple. Je viens de terminer un livre sur le Tarikh al-Jazair. Quand on voit les Algériens ou les habitants de l'Afrique du Nord depuis 4000 ans, 5000 ans, avant les Phéniciens, ou les Phéniciens ou les Romains, ou les Vandales ou les Byzantins ou Kouchi, ou les musulmans, ce peuple-là, dans l'Afrique du Nord, le font, le font. Même s'il y a des alliances malsaines avec des Romains ou avec des Vandales pour معارك سلطوية للحكم في une région donnée, mais c'est resté au fond, un peuple qui a toujours combattu pour son indépendance والاستقلال. هذا الشيء اللي موجود في الدم تاع les Nord-Africains, c'est ce qu'on voit maintenant. La révolution culturelle, on est en train de la construire. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ce qu'on a vu et on voit toujours, في الحراك الجزائري, que ce soit à Alger, ou la Tizi Ouzou, ou la Adrar, ou la à Montréal, ou à Paris, ou à Londres, ou la Vitbissa, c'est cette fibre patriotique, cette fibre qui joue pour les Algériens solidaires, cette fibre où nous jouons la civilisation d'être min jadid, ça se construira, c'est pas du jour au lendemain. C'est vrai, le système khamj pourri, les Algériens, j'ai toujours dit, si Jamaldine, quand on prend une plante, نحطوها في أرض، والأرض هذه تكون فيها l'éclairage ويكون فيها الشمس وتكون لا تار bien travaillée، تخرج هذيك لا بلانت. لا ميم بلانت نحطوها في مكان آخر، ما كانش ضوء، ما كانش شمس، ما كانش ماء، ما كانش خدمة، ما تخرجش. La plante, c'est la plante. Le peuple algérien, c'est le peuple algérien. Mais je dis le peuple nord-africain, c'est le peuple nord-africain. Le peuple de cette région, il sortira بإذن عز وجل وراح يبني une grande civilisation بإذن الله. Et restez avec nous, Badreddine Guerfa, je reviens à vous. Alors, je vais vous lire, avant de reprendre mon ami Adel Jabbar, quelques commentaires que je reçois sur ma page Facebook, qui méritent vraiment d'être cités. Adel Jabbar, s'ils sont coupables, il parle des deux détenus, hein. C'est Lamine Mammari. S'ils sont coupables, pourquoi les libérer? S'ils sont innocents, pourquoi les avoir incarcérés? Réponse évidente, j'en doute. Monnaie d'échange n'est possible que par intermédiaire, Gilles Jadid en l'occurrence. Alors, sinon, Adel Jabbar, sur ce climat général où réellement on est en train d'essayer, c'est une sorte de manichéisme où il y a le bon et le mauvais, le régime et tout le reste du peuple. Alors qu'en fait, ce régime a des alliés naturels qu'on ne peut pas occulter, qui sont relativement nombreux. Pourquoi? Parce que durant ces dernières années de Bouteflika, durant 20 ans, dans les 1000 milliards qui ont été gaspillés, gâchés, jetés à la rue, beaucoup de gens en ont profité. Aujourd'hui, le nombre de milliardaires en Algérie se compte par milliers. Le nombre de millionnaires se compte par centaines de milliers. Le nombre des gens qui ont profité, qui a 2 logements, qui a 5 voitures, qui a 3 magasins, qui a eu des lignes de crédit, et ça va jusqu'au parkinger de la rue qui est un allié naturel du régime. Aux plagistes qu'on laisse occuper une plage publique et vont vendre les places, le cheb, qui devient un allié naturel du régime. Alors, comment faire pour que ce régime tombe, pour qu'on puisse asseoir un nouvel état de droit, mais dans le même temps, qu'on essaye un peu de se purger de cette, je ne sais pas, de cette malsaine composante qui est la nôtre et qui est donc corruptible, qui est quasiment l'allié naturel et parfois l'allié furieuse du régime et qui en fait parfois plus que le régime lui-même. Sauf, Maître Nabila avait cité tout à l'heure de la Boétie dans son essai sur la soumission volontaire. Il est clairement dit que pour abattre une tyrannie,
il faut faire obstacle aux gens qui la servent. Le jour où il n'y a plus de servants pour la tyrannie, elle s'effondre toute seule. Maintenant, pour répondre à ta question, je te dis, bon, je suis un peu radical vis-à-vis de ce régime, et tout le monde le sait. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Ils ne sont pas aussi nombreux qu'on puisse le penser. Je vais paraphraser Sofiane Gilali pour dire nous avons vu pendant le scrutin, parce qu'il n'y a jamais eu d'élection, un scrutin qui a été manipulé, trituré, etc., il y a eu la clientèle traditionnelle du régime, c'est-à-dire la pourriture qui est là, qui sert de clientèle à ce régime-là. C'est des partis politiques qui PFLN, RND, MPA, etc. C'est des fonctionnaires qui reçoivent en contrepartie de salaires, ils remplissent le rôle de fonctionner, c'est des fonctionnaires qui fonctionnent en contrepartie d'une enveloppe de l'argent. Donc ce système-là est une pourriture. Pour ne plus rester surpris et écœuré devant tout ce que nous sommes en train de découvrir comme horreur. L'Algérie, sous ce régime-là, ressemble à une fosse commune. Chaque fois qu'on donne un coup de godet de la pelle, on découvre des cadavres. Ils n'ont produit que des cadavres, ces gens-là. Donc cessons d'être surpris et mettons un nom sur le front de ce régime-là pour dire ce régime-là est antinational, il n'est pas patriote et il est criminel. Il n'a jamais servi les intérêts de ce peuple. Maintenant, vous me dites comment. Moi, je me souviens d'une excellente intervention télévisée de Karim Tabo, que je salue, de si loin, Jazeera. Il a dit et comment. Il y a des millions de comment à poser. La seule préoccupation que nous avons dans l'immédiat, c'est de ne pas nous poser la question pour nous dire comment nous allons faire. Comment nous allons nous organiser? La seule question et le seul comment que nous devons faire, c'est de dire sortons de la cage dans laquelle ce régime criminel nous a mis depuis 1962. Sortons de prison d'abord et organisons-nous par la suite. Il y a suffisamment d'intelligence, de génie, de tout ce qu'on veut de beau dans l'humanité qui existe dans ce peuple. Chez nous, il y a quelque chose de merveilleux. Nous l'avons démontré depuis une année. Ils nous ont encagés, ils nous ont cassés, ils nous ont tétanisés, ils nous ont sidérés depuis 62, au point où quand vous passez, vous ne dites même pas bonjour à votre voisin. Cette fraternité a été retrouvée grâce à cette formidable révolution. Et ce régime criminel, il n'a jamais cessé d'imposer sa manière de vouloir asseoir son autorité illégitime en essayant de diaboliser, en essayant de casser toutes les chaînes de solidarité que le peuple a pu rebâtir malgré 60 ans. Je vais vous dire une chose. En 1962, ce régime criminel, moi je suis de ceux qui disent ces gens ne nous appartiennent pas. Il y a eu des harkis parmi nous. Il y a eu des gens qui ont servi la France pour assassiner, pour tuer, pour exterminer des Algériens. Donc ce ne sont pas mes frères personnellement, ce sont des ennemis. Ils ne sont même plus des adversaires, c'est les ennemis du peuple algérien et on le voit aujourd'hui. Il y a 40 millions d'Algériens qui sont en train de dire « il y en a marre ». Même les enfants de 3 ans dire « barakat ». Ils sont là en train de s'accrocher comme des poux. Vous citez des vers de terre. Moi, je vous dis, le ver de terre peut faire l'effort. Non, je n'ai pas cité le ver de terre. J'ai cité le ver dans le fruit. Oui, mais moi, le parasite, le ver dans la terre, c'est un être utile. Il est utile. Je vais vous dire. Ouais. Oui, mais vous ne m'avez pas laissé continuer. Le ver aussi est très utile parce que s'il veut devenir positif, il peut se transformer en ver à soie. Vous comprenez? Ouais. Mais ils sont incapables de faire une mutation. Ils sont figés. Pour eux, comme je l'ai tout le temps dit, nous ne sommes que de mauvais locataires. Le pays leur appartient grâce aux armes que nous leur payons. Donc ils sont dans une véritable outrance, dans un déni et dans une monstruosité terrible. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu une armée qui se fait l'ennemi de son peuple. C'est inimaginable.
je suis à quelques encablures de la plus grande démocratie du monde. L'armée, attends un ordre Trump, Galloulou va te faire foutre. Le responsable de la défense saoudite, non, on ne tire pas sur les gens. L'armée, ce n'est pas son rôle. حنا يخرجوا الناس يقمعوا الناس يعني درك يرحموا والديكم un petit jeune comme Brahim Lalami, on va mettre tous les moyens de l'État, tous les moyens répressifs, parce qu'ils ne sont pas capables de produire quelque chose de beau. Un petit jeune qui son métier, pauvre, militant, des opinions politiques, j'ai des autres, il y a des singes, parce que c'est des singes qui se mettent à 10 pour aller saccager des vergers. J'ai voulu acheter il y a des malabars, ça sert à quoi? C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a attendu de ce régime-là? Maintenant, on est en train de nous tendre un bonbon pour dire, bon, Karim Tabou les emmerde. Karim Tabou est un homme, c'est un homme politique avec des principes immuables. Il a été à la très bonne école politique. Il a été biffé, il a été instruit, il a été éduqué par un géant qu'on ne produit qu'une fois tous les siècles. Maintenant qu'on vient essayer de nous acheter, bon, il a fait une offre de service, c'est son problème. Cependant, il ne peut pas nous leurrer. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Adel Jabbar, une dernière intervention de Nabila Smaïl. Je reviens à vous, Nabila Smaïl, pour cette question. On est en train de nous dire non, ils ne vont pas ordonner aux juges de libérer, ils vont gracier, ils vont utiliser les prérogatives présidentielles de la grâce, de la mesure de la grâce. Or, expliquez-nous, vous, l'avocate, comment peut-on gracier quelqu'un qui n'a pas été condamné du tout et quelqu'un dont le jugement n'est pas définitif? Nabila Smaïl? Nabila Smaïl, est-ce que vous nous entendez? Nabila Smaïl? Alors, c'est dommage. Donc, je vais faire le tour, une minute pour chacun de mes invités, en espérant que peut-être nous allons pouvoir la retrouver. Badreddine Guerfa, le mot de la fin, s'il vous plaît. Badreddine Guerfa? Badreddine Guerfa? Alors, Adel Jabbar, le mot de la fin. Le mot de la fin, je vais le dire en arabe. Ça, c'est immuable. Et il faut continuer. Nous sommes sur la bonne voie. Moi, je suis convaincu que leurs turpitudes vont toutes cesser. Ils n'ont plus absolument aucun choix. Le peu d'argent qu'il y a eu, et on l'a vu dans la loi complémentaire, quand ils sont arrivés coupés dans la Grèce, ils ont dit non, nous, on ne touche pas au salaire de notre clientèle. Ils ont 3 millions de clients, ils ne peuvent pas faire face à la volonté d'un peuple. Ce Héracle va continuer. Il va revenir de plus en plus fort. Il faut les étouffer. Il n'y a que la pression qui compte. Il n'y a qu'un rapport de force qui compte. Le seul contre-pouvoir réel qui pourra mettre un genou à terre cette affreuse dictature, c'est le peuple algérien. Et aujourd'hui, tous les Algériens, de quelque obédience qu'ils soient, parce qu'ils ont dépassé les idéologies, les guerres de chapelle, le régionalisme, etc., ils sont tous décidés à aller jusqu'au bout. Merci. Que cette affreuse dictature cesse, et elle va cesser par la grâce du peuple et par la grâce de Dieu et par la volonté du peuple. Merci, Adel Jabbar. Badreddine Guerfa, le mot de la fin, je vous prie. Je terminerai par ce que vient de dire notre ami Adel. Ce peuple est décidé, il est uni, il est solidaire. Une petite remarque, je profite de cette occasion. هذا الشعب قالها مدنية مش عسكرية. Il a dit مدنية par opposition à l'ascaria. J'ai eu quelqu'un dit une intervention la dernière fois. Malheureusement, Mme Zoubida Assoul n'est pas avec moi, mais parce que ça a été coupé. Je profite de cette occasion pour lui répondre. Ou une occasion de
الجزائريين كون قالوا مدنيه نو اون طون كو ميليتون نجمو نتفلسفوا مدنيه بارابور على ليغليز بارابور للدين نو قال مدنيه ماشي عسكريه باسكو اون نا با الدروا اون طون كو ميليتون حراكيس باش نحذفوا الطلبات واهداف هذه الثوره دونك مدنيه ماشي عسكريه لو بوبل ا ترونشي نو سوم كو دي بوتي porte-parole si j'ose dire كنا ما نحشمش على روحي تاع هذا الشعب et cette révolution vaincra parce que c'est un tournant historique nous vaincrons Merci. ان شاء الله الخير كل الخير قدامنا. Merci Badr Din Gerfa, merci Adel Jabbar, merci Belkacem Boukhorouf qu'on a perdu. Merci à Nabila Asmaïl que j'aurais voulu retrouver pour nous expliciter un peu cette très curieuse présentation de ce qui va se passer, présidentielle, graciée, alors que des condamnés n'ont pas été condamnés définitivement. Mais avant de conclure, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi. Mais avant de conclure, comme je l'ai fait hier, je vais me faire aujourd'hui aussi le conseiller gratuit. Je vais donner un conseil gratuit à ce régime, si tant est qu'il accepte d'écouter moins de 2 minutes. C'est pas la peine de recourir aux spin doctors, aux expertises tarabiscotées des uns et des autres. Si vous voulez vous en sortir, vous n'avez plus le choix. Cette crise économique qui déboule va vous dénuder. Le malheur, c'est que c'est le peuple algérien qui va payer très très cher. Ce sont tous ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens, les retraités. Je ne veux faire peur à personne, mais nous allons payer très cher l'incurie et la gabegie de ce régime dans un pays qui ne produit absolument presque rien qui ne soit importé. Même ce que nous produisons, ces intrants sont quasiment tous importés. Même nos fruits et légumes, même notre poulet, le poulet que nous mangeons, presque tout est importé. Alors à ce régime, je vais dire que cette crise économique va le mettre à nu, mais pas seulement. Le Hirak va reprendre de plus belle, mais pas seulement. Son incompétence va finir le travail, mais pas seulement. La guerre des clans qui le mine et qui le range va en arriver peut-être à la nuit des longs couteaux, qui sait. Alors il y a un moyen de s'en sortir, il est très simple. Je vous le donne gratuitement, ce conseil, c'est de faire ce qu'est en train de vous demander le peuple. Le peuple est en train de vous demander de dégager tous. Vous dites oui, on accepte de dégager tous. Mais on sait que vous n'allez pas dégager tous du jour au lendemain. Il faut un peu de temps pour que vous dégagiez. Donc ce temps, c'est ce que demande le peuple aussi. Une transition, une période de transition. Pour que l'ancien parte doucement, enfin pas doucement, ça ne va pas prendre des années, et que les nouveaux arrivent doucement, le temps de voir ce qui se passe, de prendre les clés de la combuse. Ensuite, vous libérez tous les prisonniers parce que ce sont des gens que vous avez mis en prison injustement et dont l'emprisonnement pèsera lourdement sur la suite des événements, de ce qui va vous arriver à vous. Donc, si vous voulez vous en sortir, allez dans le sens du peuple, répondez à ses revendications, laissez-le concrétiser ses aspirations. Peut-être, après tout, acceptera-t-il de vous laisser partir? Acceptera-t-il peut-être les conditions que vous allez poser, de ne pas être inquiété, de ne pas être traduit devant les tribunaux? Je ne sais pas, c'est au peuple de voir. Mais je crois que c'est la seule possibilité qui vous reste. Ne vous risquez pas à la perdre. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال روحوا بلادنا الاستقلال الاستقلال الحقوا حريتنا هدوا خمس منهم يهدوا